on va laisser la parole à Madame Lucas pour pouvoir présenter les opportunités que l'on a à faire santé en agissant sur les cadres de vie. Oui, bonjour. Donc, Nathalie Lucas, moi, à l'ARS, je fais partie du pôle santé-environnement et je suis chargée de mission prévention. Et pour l'ARS, j'assure également la coordination du plan régional santé-environnement. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres participants, mais en tout cas, moi, dans le champ de la discussion, je ne vois pas ce Oui, qui est oui, si potentiellement jamais on écrit. a des mots-clés qui apparaissent, je vous les donne. D'accord. Donc, alors, ce que je vous propose effectivement dans cette partie, c'est de voir comment est-ce que les questions d'aménagement et d'urbanisme, effectivement, peuvent ou pas influencer cette question, effectivement, d'alimentation, de nutrition. Alors peut-être parce que c'est pas forcément votre quotidien. Tout d'abord, vous rappeler de quoi on parle. Déjà, effectivement, j'ai dit que j'étais chargée de mission en santé environnement. Alors un petit rappel de la définition de la santé environnementale, même si c'est peut-être évident pour un grand nombre d'entre vous. En fait, cette question de la santé environnementale, c'est montrer, ça prend en compte en fait l'ensemble du champ qui est lié à effectivement les aspects d'environnement physique, puisque on regarde là les déterminants de la santé qui sont dans le champ de l'environnement. Donc ça veut dire que la santé humaine, et notamment la qualité de vie, la notion de bien-être, elle est déterminée par la fois des facteurs physiques, de chimie biologique, mais aussi des facteurs sociaux, psychosociaux qui sont dans notre environnement et qui influent positivement ou négativement sur notre bien-être et la qualité de vie et l'état de santé. Donc, c'est un champ extrêmement large et effectivement, quand on parle de prévention santé-environnement, on s'attache à agir sur ces facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'altérer l'état de santé, mais aussi à agir sur les facteurs protecteurs environnementaux qui vont être propices au développement d'une bonne santé et d'un bien-être. Lorsque l'on parle d'urbanisme, juste un petit point de repère et d'historique sur cette notion d'urbanisme de cadre de vie, pour vous montrer effectivement comment est-ce que les choses ont pu évoluer à travers le temps. Au 19e siècle, on était plutôt sur la question de l'urbanisme hygiéniste. On est effectivement sur un objectif de lutte contre l'insalubrité des villes, des épidémies, avec effectivement la volonté d'assainir le tissu urbain avec l'évacuation notamment des eaux usées à l'extérieur de la ville, le stockage des déchets à l'extérieur de la ville. Donc on avait là un objectif de santé, de lutte contre les infections et donc d'urbanisme hygiéniste. Avec l'évolution du temps et puis les progrès aussi, on est plutôt passé dans le début, mais aussi la fin du XXe siècle, vers un objectif de planification, d'urbanisme. On parle aussi d'urbanisme moderne, avec finalement une demande sociétale de confort, de qualité de vie et finalement de montée en qualité des logements, de création de grands axes vers la fin évidemment du 20e sur la question, la besoin de circulation, d'accès effectivement entre finalement l'accès au travail avec le tout voiture, et on voit la construction des villes qui s'étalent et qui segmentent, qui fragmentent en fait l'espace de travail, l'espace de logement et l'espace finalement de loisirs, etc. Plus récemment,
évidemment, hein, on s'aperçoit que, il y a un état de santé de la population qui évolue, hein. On passe d'épidémie, de maladies infectieuses à une épidémie de maladies chroniques, hein. On en a parlé, avec, la question de l'obésité, des maladies, cardiovasculaires et des maladies, chroniques en général. Et puis avec, on voit effectivement cette notion d'isolement social, d'inégalité territoriale, par, l'urbanisme avec finalement, des quartiers qui sont, séparés, des quartiers où sont regroupées, des, populations, plus, socialement, défavorisées, avec notamment donc l'apparition, hein, d'un urbanisme plus durable, le volet, l'objectif de développement des modes doux, de redensification urbaine, et dans un objectif de lutte contre l'étalement urbain, dans, un objectif de protection environnementale du développement d'urbanisme. Et puis, encore plus récemment, finalement, on s'aperçoit qu'effectivement, finalement, on a, segmenté les tranches de population, on a fragmenté, les quartiers, on a séparé et il est nécessaire finalement de revenir à un développement de mixité et une volonté finalement plus récente d'approche cherchant à, entre guillemets, hein, «réhumaniser» l'espace urbain, refaire du lien, permettre effectivement à la fois d'assurer cette mixité des populations et puis redonner, de l'espace, à l'espace urbain au sens, de la végétalisation, et puis, de besoins effectivement, hein, qu'on entend plus, de plus en plus, de besoins de nature en ville. Donc, juste pour, présenter là un petit peu cette évolution historique, hein, des notions, d'urbanisme et qui influe, finalement aussi, sur l'appropriation, d'un nouveau concept qui est apparu maintenant, il y a, un certain nombre d'années, hein, d'urbanisme plus favorable à la santé, plus favorable à l'humain, hein, et avec effectivement, le besoin, d'un urbanisme qui doit débusquer les barrières psychologiques qui empêchent la qualité de vie et qui fracturent. Donc il va falloir imaginer, comment, cette, évolution, de la ville, de la cité, mais aussi globalement de l'urbanisme à des échelles, territoriales plus, macro, hein, notamment à l'échelle, finalement de documents d'urbanisme, de planification, macro. Comment est-ce qu'effectivement on peut repenser avec l'individu au cœur, de ces questions-là et en prenant en compte évidemment toute la diversité de l'individu, que ce soit par rapport à son état de santé, par rapport à son sexe ou même par rapport à, ces éléments éventuels de différence, de handicap, ou de culture. Dans la diapo, suivante, donc effectivement, on voit bien que l'évolution de l'urbanisme, c'est une évolution pour mieux prendre en compte la santé parce qu'aujourd'hui, hein, je ne vais pas détailler là, mais c'est quand même bien, reconnu, ce lien entre santé et urbanisme, hein. Est-ce que, l'urbanisme, en l'aménagement, de, notre environnement est propice ou pas à la question de la mobilité active, ou est-ce qu'il est plutôt propice au tout voiture? Est-ce que le développement, de cet urbanisme, il est propice ou pas effectivement à avoir accès à, des moyens, de pouvoir avoir des activités en extérieur, des activités sportives, mais pas que, hein? On parle de l'alimentation, donc on peut parler aussi de jardinage et puis, effectivement d'accéder aux espaces verts pour, à la fois, permettre à chacun, de déambuler, mais aussi d'avoir différentes activités, que ce soit, des personnes plus âgées ou que ce soit, des personnes plus jeunes, des enfants, et donc on sait, hein, ça c'est très documenté, que les choix d'urbanisme et d'aménagement qui sont faits, sur des temps longs, hein, lorsqu'on est à l'échelle notamment de schémas de cohérence et de développement, des territoires, on est sur des perspectives à 20 ans, 30 ans. Ça influe très fortement et ça conditionne la qualité de l'environnement, notamment aussi, hein, sur cette question de qualité de l'air, mais aussi, on entend beaucoup plus parler maintenant, hein, de choix, par rapport à la lutte contre les îlots de chaleur, hein, la manière, physique dont est, pensée, dont est, structurées, les rues, la hauteur des bâtiments, le choix des matériaux, va
également sur cette question d'îlots de chaleur, de dispersion ou pas des polluants atmosphériques, etc. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, maintenant, depuis plus d'une dizaine d'années, hein, il faut nécessiter d'agir de manière positive pour un urbanisme qui soit promoteur de santé et donc des aménagements qui soient promoteurs de santé. En matière, là, plus particulièrement dans la diapo suivante, en matière, effectivement, là, c'est un petit focus sur les espaces verts que je vous laisserai, dont je vous laisserai prendre connaissance, mais c'est intéressant de décortiquer les liens et finalement le lien qui peut exister entre un espace vert et au final les questions de santé mentale, mais aussi de santé physique. Et lorsque l'on décortique un petit peu tous les liens, les déterminants et les facteurs d'influence de la présence ou pas, de l'accès, de l'esthétique ou de la manière dont est pensé un espace vert, eh bien, effectivement, ça va influencer sur, par exemple, un espace vert producteur alimentaire ou pas, propice au développement de certains espaces de jardin collectifs, propice ou pas à des questions d'activité physique, de mobilité plus active, et d'espace effectivement aussi de rencontres, d'espace de lien social. Donc, on voit bien que lorsqu'on aborde ces questions d'aménagement, et notamment là, c'est le focus sur les espaces verts, et ben, en fait, ça peut être des espaces très promoteurs de santé, mais ça peut aussi être des espaces qui vont finalement ne pas permettre autant qu'on le souhaiterait ces questions d'amélioration d'état de santé, de lien social entre les différentes populations, ces questions effectivement d'accès et bien sûr au niveau environnemental, ces questions effectivement propices à la lutte contre les îlots de chaleur ou à l'amélioration de la qualité de l'air notamment. Donc, ça, c'est un exemple pour éclairer un petit peu la manière dont on peut détailler, détricoter ou regarder les déterminants. Par rapport à notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, cette question d'alimentation, donc alimentation et pratique d'activité physique, ce que l'on réunit, nous, ARS, sous l'identité nutrition, eh bien, je pense que vous le savez, mais juste dans la diapo, alors je ne sais plus où. Voilà, dans cette diapo-là, juste pour vous montrer comment, et vous le savez probablement, on l'a un peu abordé, il y a des freins à l'alimentation saine et sur la partie gauche de la diapo, dans les freins à l'alimentation saine, on pense tout de suite, bien sûr, notamment dans les quartiers politiques de la ville, à cette question des finances, des capacités financières des ménages pour accéder à une alimentation de qualité et saine. Toutefois, c'est loin d'être le seul facteur, puisqu'il y a cette question de l'offre. Il y a Annabelle, dans l'introduction, l'a bien rappelé, cette disponibilité d'offres d'alimentation de qualité, et pas uniquement de food, d'alimentation tout prête ou d'alimentation effectivement rapide, d'alimentation en quantité et en qualité. Cette offre, elle est beaucoup moindre dans les quartiers politiques de la ville. Donc ça, c'est un frein et c'est un levier en termes d'aménagement pour identifier finalement au départ les espaces par l'identification, le recensement des espaces de foncier qui peuvent être derrière utilisés comme des espaces d'offres et de prestations de services. Donc il y a bien évidemment à identifier les espaces, la localisation des diversités de magasins, de ressources alimentaires, et puis à prendre en compte, ça c'est d'autres facteurs sociétals, de tradition, effectivement, de pratiques culturelles, mais ça vous en avez bien l'habitude dans les quartiers politiques de la ville, de s'intéresser finalement à la vie des habitants d'une part, mais aussi à leur culture et à leur manière d'être. Le dernier déterminant, effectivement, étant l'état de santé. Donc, Annabelle l'a redit, il ne faut pas oublier qu'en termes d'aménagement et d'urbanisme, on peut agir pour améliorer cette offre et lutter finalement contre ce qu'on peut qualifier, ce qui a été qualifié de désert alimentaire. Sur le volet de la pratique et de l'activité physique sportive, on retrouve là aussi un petit peu les mêmes questions d'offre, d'accès en termes de mobilité à la disponibilité. Donc maintenant, comment travailler cela
pour agir en faveur de la santé en matière d'aménagement et d'urbanisme. Donc, on parle effectivement d'une intervention en termes d'urbanisme favorable à la santé. Et pour agir, il y a plusieurs étapes. Euh, Sabine l'a dit, ça dépend notamment des collectivités, c'est-à-dire ceux qui sont à la manœuvre en termes d'aménagement. Donc, il faut effectivement assurer, enfin, il faut informer, mais si besoin était encore, finalement, faire un plaidoyer auprès des élus, mais aussi des acteurs qui sont dans le champ de la santé et de l'aménagement pour bien comprendre en quoi ils ont des leviers, ils ont des clés pour agir. Identifier toutes les opportunités qui s'offrent à vous dans les quartiers pilotiques de la ville notamment. Est-ce qu'il y a des projets de renouvellement urbain? Est-ce qu'il y a des espaces sur lesquels il y a une réflexion en cours pour envisager un réaménagement? Les questions de diagnostic en prenant en compte effectivement ces aspects d'aménagement et puis la vie des citoyens pour effectivement au final derrière travailler les questions de santé dans les projets d'aménagement. Donc, on va voir effectivement que pour agir pour un urbanisme favorable à la santé, en fait, il y a 8 axes. Il y a cette question d'agir sur la réduction des expositions à des polluants, à des risques et à des nuisibles, de promouvoir bien sûr les modes de vie favorables à la santé, notamment en termes d'activité physique et d'alimentation, de favoriser ce lien entre les différents habitants et puis surtout de gérer aussi ces questions d'antagonisme entre les différentes politiques, entre, par exemple, la volonté de préserver des espaces verts pour certaines activités et puis le frein éventuel d'aménagement d'espaces verts, parce que ça veut dire un entretien, ça veut dire un coût pour une collectivité. Donc, il va falloir aussi gérer un petit peu ces antagonismes. Pour agir, dans la diapo suivante, on a aussi pour vous aider et vous accompagner des manières de travailler qui sont en fait avec un certain nombre d'outils. Et là, par exemple, en examinant effectivement les différents déterminants dans les questions d'aménagement, on voit bien que suivant qu'on travaille ces questions de déterminants de la santé, on va avoir des effets positifs ou des effets négatifs qui sont directs ou indirects. Et autre petit mémo, schéma dans la diapo suivante, qui vous permet en fait là de retrouver une grille de lecture qu'on retrouve dans un outil et vous allez avoir la référence dans la diapo d'après, l'ensemble des déterminants. Comment est-ce que les déterminants de santé par famille, que ce soit les modes de vie, les structures sociales et économiques, ou bien le cadre de vie, l'habitat, l'aménagement urbain, les questions de sécurité, de tranquillité, et notamment d'esthétique, de sentiment effectivement d'être bien dans son quartier, de pouvoir effectivement avoir accès à des espaces extérieurs en sécurité, mais aussi en toute tranquillité. Et la sécurité, ça passe aussi par l'éclairage public, notamment. Et puis, une autre famille de déterminants sur lesquels on peut agir dans les questions d'aménagement, ben, c'est les milieux, les ressources. Il faut absolument pouvoir identifier tous les atouts des territoires et puis, bien sûr, améliorer effectivement et réduire les expositions par les milieux pour agir auprès dans les quartiers, mais aussi à l'échelle des collectivités, parce que tout ça se joue à des échelles de collectivités. Vous avez plusieurs outils à votre disposition qui sont des outils qui sont adaptés suivant les phases d'élaboration d'un projet. On les retrouve dans la diapo, normalement dans la diapo juste après, voilà. Ce sont des outils, vous avez le guide Agir pour un urbanisme favorable à la santé, dont je vous ai montré juste avant la grille de lecture par les déterminants, qui permet dans sa première partie de vous donner les clés de plaidoyer pour intervenir auprès de vos élus éventuellement, mais aussi déterminant par déterminant qui détaille en fait les possibilités d'agir sur les facteurs en termes d'aménagement et il permet effectivement, que ce soit de la phase pré-opérationnelle jusqu'au premier plan d'un projet en termes d'aménagement, d'avoir cette lecture déterminant par déterminant. Bien évidemment, il ne s'agit pas forcément d'approcher tous les déterminants, mais de faire un zoom sur les déterminants sur lesquels vous souhaitez en priorité agir. Et il donne une méthode
de travail en permettant effectivement une culture commune, en mettant autour de la table l'ensemble des participants, l'ensemble des parties prenantes. Il faut là aussi ne pas hésiter, et c'est la clé vraiment de réussite, de s'appuyer sur la voie réglementaire. Donc, ça, c'est un premier outil. En termes d'avancée, c'est-à-dire lorsque le projet, finalement, il est plutôt arrivé à une phase pré-opérationnelle, bien évidemment, vous avez aussi un autre outil qui est l'évaluation d'impact en santé, qui est un outil d'aide à la décision autour d'un projet, hein. On est là plutôt sur un projet avec déjà une approche par éventuellement des plans, si on parle d'aménagement, avec des options. Et cet outil d'aide à la décision, qui est l'évaluation d'impact en santé, qui va permettre pour certains déterminants que vous auriez choisis, effectivement, d'inscrire l'approche des politiques pour des politiques favorables à la santé dans un objectif de réduction des inégalités de santé. Donc, c'est une méthode très systémique qui permet effectivement en fait d'éclairer cette décision politique en maximisant les, effets bénéfiques pour la santé et en minimisant les effets délétères d'un projet. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est utilisé lorsqu'on a un projet avec déjà des options. Et puis, pour les opérations d'aménagement urbain, mais là, à viser des aménageurs, pour ceux qui vont porter et qui vont réaliser l'aménagement, il y a un autre guide qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus précis, qui est le guide Isadora, mais qui est effectivement un outil vraiment pour les aménageurs. Donc, on a des outils techniques sur les opérations d'aménagement. Et puis, au-delà de ces outils techniques, il y a aussi, bien sûr, des leviers, des opportunités qui sont les espaces de réflexion au moment d'un plan local d'urbanisme, d'un plan de déplacement urbain, d'un plan alimentaire territorial, bien évidemment, mais aussi des projets d'aménagement et les dispositifs en rue, et sans oublier la phase de diagnostic. Lorsque il y a un diagnostic qui est lancé, qu'il soit de santé, mais pas que, au niveau du quartier politique de la ville ou à l'échelle de la collectivité, et puis les contrats locaux de santé qui sont discutés entre une collectivité et l'ARS. Donc ça, ce sont des opportunités pour agir en faveur, bien sûr, de questions d'offres alimentaires, mais aussi d'activités physiques. Et donc, je citerai pour conclure quelques exemples d'actions qui sont déployées dans la région, de l'aménagement en pied d'immeuble, de la mise en place de jardins partagés, notamment dans les quartiers politiques de la ville, de développement d'agriculture urbaine ou d'espaces productifs à plus petite échelle, dans un objectif effectivement nourricier, local. Et puis, cette question de développement d'aires de jeu en plein air, d'activités physiques. Et puis, plus récemment, on voit apparaître avec des objectifs à la fois environnementaux, mais aussi pédagogiques et aussi de développement psychomoteur des jeunes enfants, et de renaturation en fait de cours d'école, qui sont là aussi des lieux propices de sensibilisation du jeune public autour finalement des facteurs promoteurs en termes d'activité physique, autour des espaces verts, et puis de bien manger, puisque souvent dans les cours d'école, on voit apparaître des potagers. Donc, sans oublier des aménagements plus restreints sur des espaces de croisement, des espaces publics, comme un carrefour, un petit espace vert, d'amélioration en termes d'esthétique, mais aussi d'éclairage et puis de présence de nature, qui va permettre aux habitants de s'approprier ces espaces-là et qui va permettre aussi d'être beaucoup plus en extérieur et d'avoir de fait une activité physique, notamment la marche, qui est promotrice de santé. Voilà un petit peu les éléments d'éclairage avec cet angle plutôt levier aménagement, mais on voit bien que ce n'est pas que les aménagements à échelles très lointaines ou à des échelles territoriales extrêmement supra, mais qu'on peut aussi agir sur des espaces extrêmement
précis, restreint, au cœur même des quartiers politiques de la ville. Là, j'ai pris quelques exemples qui sont des photos, notamment dans des quartiers politiques de la ville. Je crois que c'était ma dernière diapo. Voilà, je vous remercie et restez bien sûr à l'écoute de vos questions. Et donc, dans les premiers mots-clés, Tiffaine a fait remonter effectivement autour des questions d'urbanisme, santé, environnement, la question de la proximité, du cadre agréable, répartition et intégration. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Lucas. Peut-être une question. On a vu là encore hein, la place des élus pour engager ces dynamiques d'urbanisme favorable. Est-ce qu'on peut citer en région quelques ressources ou acteurs clés qui peuvent accompagner, aider ces élus dans leur démarche? Oui, alors bien sûr, donc dans les acteurs clés autour des questions d'aménagement, un premier acteur et qui est un partenaire, c'est effectivement les services de l'État. Au niveau départemental, donc les DDT, les directions départementales des territoires et de la mer pour les départements qui ont un littoral, donc qui sont le service effectivement très en lien avec les collectivités autour des politiques urbanisme, qui donnent des avis sur les plans d'urbanisme. Donc ça, c'est un acteur incontournable. L'ARS est également potentiellement un acteur à la fois dans la promotion de cet urbanisme favorable à la santé, mais aussi d'un point de vue technique, les services de l'ARS pour un certain nombre de documents d'urbanisme ou d'outils de planification est consulté pour avis. Donc, bien sûr, on regarde avec cet œil à la fois de protection de l'environnement, mais aussi de développement d'aménagement promoteur de santé, de lien social. Et donc, à la fois en amont sur les portées à connaissance, mais aussi en aval sur les projets d'urbanisme. Après, bien sûr, vous avez pour certains projets plus précis ou des acteurs techniques qui peuvent aider les collectivités. Je pense au CEREMA, avec ses compétences notamment autour des mobilités, avec des outils, des capacités effectivement à accompagner les collectivités plus techniquement. Plus récemment, ils interviennent aussi sur tous les projets de renaturation de cours d'école. Donc, ils ont une expertise technique sur un certain nombre de sujets. Et puis, les agents d'urbanisme ou les CAUE, dans les territoires, qui peuvent aussi là, techniquement accompagner les collectivités. Et j'aurais tendance à dire pour les questions de santé, eh bien, les correspondants, les coordonnateurs santé qui sont implantés dans les territoires, donc les coordonnateurs territoriaux de promotion de la santé ou les référents santé de contrats locaux de santé, etc., qui sont finalement un correspondant local qui peut aider à aiguiller. Mais bien sûr, voilà, l'ARS, ça c'est sûr. Au niveau financier, vous avez la région à travers sa politique d'aménagement du territoire, mais aussi les dispositifs d'accompagnement financier des collectivités. Et puis, avec la DREAL, l'ARS, autour du plan régional santé-environnement, on accompagne, et cette année, l'ARS accompagne encore également les projets des territoires, donc des collectivités, sur ces questions-là, dans le cadre du plan régional santé-environnement. Vous pouvez aussi, peut-être qu'on pourra le remettre dans le chat ou dans la suite de la réunion, retrouver des ressources, puisque dans la démarche un territoire durable, une promotion de la santé qui est co-portée par l'ANBDD, qui est un acteur qui peut aussi aider d'un point de vue méthodologique avec Promotion Santé Normandie, le développement des projets des territoires. Il y a des ressources et avec ce plaidoyer autour d'un territoire durable, une bonne santé, il y a des fiches d'action, dont une qui est consacrée à l'alimentation saine, une sur l'aménagement, une sur les questions notamment de mobilité. On retrouve des acteurs techniques, on retrouve des liens et des partenaires financiers potentiels. Donc ça, je n'ai pas pensé à le mettre dans la diapo, mais peut-être que Stéphane, on pourra le remettre dans les suites de la réunion.